Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. Le président chinois est arrivé à Paris pour assister à la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le changement climatique. L'Union européenne et la Turquie parviennent à un accord sur une aide financière de 3 milliards d'euros pour stopper le flux de migrants. Nous irons ensuite en Chine, dans la province du Guangdong, pour suivre le parcours de deux hommes qui souhaitent réaliser leurs rêves. Dans la province du Liaoning, l'école d'un village reculé lutte pour mettre fin à la pauvreté. Enfin, nous partirons pour la ville côtière de Quanzhou qui bénéficie déjà de l'initiative Une ceinture, une route. Nous ouvrons ce journal avec l'arrivée du président chinois Xi Jinping à Paris hier dimanche pour participer à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur le changement climatique. Xi Jinping était accompagné par sa femme Peng Liyuan ainsi que d'autres hauts responsables. Ils sont arrivés dans la capitale française pour assister à la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, plus simplement appelée COP21. Le président chinois prononcera un discours lors de cette conférence, aujourd'hui lundi, en énonçant les propositions de la Chine pour lutter contre le changement climatique. Ce sera la première fois qu'un dirigeant chinois est présent à la conférence sur le changement climatique de l'ONU. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement participeront à la cérémonie d'ouverture. La conférence commence ce lundi et se déroulera jusqu'au 11 décembre. Elle aura pour tâche de parvenir à un pacte sur le climat universel et juridiquement contraignant. L'objectif est de limiter la moyenne mondiale du réchauffement à 2 degrés Celsius, peut-être moins, en réduisant les émissions des énergies fossiles. Pour le moment, 183 des 195 nations ont annoncé des plans à long terme pour lutter contre le changement climatique, couvrant environ 95% des émissions mondiales. 2 semaines après les attaques terroristes de Paris, la France fait face à un défi sécuritaire exceptionnel, celui de la conférence sur le changement climatique de l'ONU. À cause des attentats, la sécurité est devenue l'inquiétude première de la part des délégués. Découvrons Paris en images et voyons comment le gouvernement français assure la sécurité des citoyens. La fameuse avenue des Champs-Élysées de Paris prend déjà des airs de Noël avec son marché de Noël. Mais cette année est remplie d'angoisse suite à la série d'attentats mortels à Paris il y a 2 semaines. Des policiers lourdement armés, des gendarmes et des soldats sont à chaque coin de rue. Certains patrouillent la ville en moto et vous pouvez entendre les sirènes dans les rues. Ils essaient tous d'assurer la sécurité de tout le monde pour le sommet sur le changement climatique à venir. Il y en a dans les centres commerciaux, il y en a, donc il y a un effort sans précédent. J'ai jamais vu ça à Paris, jamais vu autant de forces de sécurité disponibles. Je me sens pas plus rassurée, mais je me sens pas spécialement en danger non plus. Plus ou moins. Plus ou moins. On se pose des questions, mais je peux dire que ça va. Tous les centres commerciaux et les grands supermarchés de Paris ont renforcé leur sécurité. Chaque personne doit ouvrir son sac pour examination à l'entrée. Ils doivent également ouvrir leur manteau d'hiver pour s'assurer qu'ils ne portent pas d'explosifs. Les galeries Lafayette, les plus grands magasins de la ville, sont armés de policiers aux portes. Lundi, plus de 150 dirigeants mondiaux se rendront à Paris pour le sommet sur le changement climatique. Le sommet a apporté une forte présence de la police et étendu les restrictions de circulation pour assurer la sécurité des dirigeants. 3000 policiers supplémentaires ont été déployés pour protéger les délégués et les dignitaires de la conférence. Les principaux boulevards sont fermés et la circulation des camions dans Paris est interdite. La réussite de la COP21 passe aussi par la sécurisation optimale de cette manifestation. Je le redis avec force devant vous, tout est mis en œuvre pour sécuriser au maximum la conférence elle-même et son environnement. Depuis le 13 novembre, l'état d'urgence a été décidé par le président de la République et par le Premier ministre sur l'ensemble du territoire national. Vu par beaucoup comme le plus important sommet mondial sur l'environnement, le sommet teste la capacité de la France à organiser une conférence mondiale.
L'objectif de la conférence sur le climat est de trouver un accord contraignant permettant de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius. Un expert du climat a déclaré qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Le professeur Hans-Joachim Schellnhuber de l'Institut Potsdam sur le changement climatique dit que l'objectif des 2 degrés Celsius devrait constituer la dernière limite et non un simple garde-fou. Et de nombreuses nations insulaires espèrent même obtenir un changement de seulement 1,5 degré. Il appelle en conséquence à davantage d'efforts. Je pense que 2 points sont importants. La première est que chaque pays honore réellement ses engagements en baissant ses émissions. J'ai confiance en la Chine sur ce point. Nous savons que la Chine respecte ses engagements. Mais je m'inquiète pour certains pays. Nous ne leur faisons pas confiance. Il est dès lors très important de mettre en place à Paris un mécanisme international de surveillance juste et transparent. Le deuxième point est que nous ne réalisons ici que la première étape. Nous devrons prendre d'autres mesures après l'année 2020 afin de conserver le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius. La Chine s'est engagée à réduire l'intensité carbone de son économie de 60% et à générer 1/5 de son électricité à partir de sources d'énergie propre d'ici 2030. Cet objectif devrait faire les affaires des entreprises américaines. La Chine et les États-Unis sont de loin les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Ils représentent à eux plus de 35% de la consommation en énergie de la planète. Pour transformer l'ensemble de l'économie de l'énergie, il faut un large effort soutenu et continu des acteurs. La Chine et les États-Unis peuvent jouer un rôle central qui correspond finalement à l'importance de leurs émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous pouvons y arriver ensemble. L'Alliance Chine-États-Unis pour l'efficacité énergétique a été mise en place il y a 10 ans pour rassembler les ressources financières et techniques afin d'aider la Chine à mettre en œuvre des programmes d'efficacité énergétique à grande échelle. L'entreprise de M. Fry, Nexent, a déjà apporté à la Chine des logiciels permettant de construire des bâtiments et des maisons plus efficaces sur le plan énergétique. Comme ils consomment moins d'électricité dans les industries et qu'ils consomment moins de charbon, il y a donc moins de besoins engendrés. Autrement, les entreprises publiques en Chine produiraient plus d'électricité en brûlant plus de charbon et cela irait directement dans l'environnement. Les relations climatiques entre les États-Unis et la Chine représentent un partenariat mature pour nos 2 pays. Nous avons constaté un impact significatif aux États-Unis et dans d'autres pays à travers le monde. La Chine représente une immense opportunité pour nous. Un autre membre de l'Alliance qui souhaite transformer son succès en Chine, c'est Opower. Opower est une entreprise qui a déjà fait la moitié du chemin vers son objectif, qui est de réduire la consommation énergétique totale des États-Unis de 1%. Opower travaille avec des services qui proposent des algorithmes qui permettent par exemple à ses clients de connaître leur niveau de consommation par rapport à leurs voisins ou de savoir s'ils tirent profit des économies d'énergie les plus connues utilisées par leurs mêmes voisins. Il s'agit de marier les analyses avec l'usage, la science du comportement, pour que ça devienne véritablement de la communication personnalisée et que vous ayez l'impression que le service vous comprend réellement. Et ensuite, vous pourrez agir. Le Conseil de défense des ressources naturelles a déclaré que dans les 15 prochaines années, la Chine va installer autant de capacités en énergie propre que l'ensemble du système électrique américain. Les stratégies d'efficience seront clés. L'Alliance voit dans la Californie un bon exemple. Alors que dans l'ensemble des États-Unis, la consommation en énergie par habitant a augmenté de 50%, la consommation en énergie de la Californie est restée égale à celle de 1975 grâce à la mise en place de programmes d'efficacité énergétique. Nous poursuivons notre série de reportages sur l'expédition du glacier Goulia sur le plateau tibétain. Après avoir réussi à acheminer les équipements et le matériel tout en haut, les scientifiques ont commencé à prélever des carottes de glace sur 2000 sites à 1200 et à 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Travaillant dans ces conditions extrêmes, les scientifiques ont rencontré des difficultés importantes, mais aussi beaucoup de sources de satisfaction et d'enthousiasme. Première étape d'un long voyage. Les glaciologues ont prélevé des carottes de glace au sommet du glacier Goulia sur le plateau tibétain. À partir d'ici, nous entrons sur la glace. Et c'est la première carotte. Nous ne faisons que commencer. L'équipe constituée de scientifiques de 5 pays prévoyait de prélever 5 carottes cette fois-ci, soit environ 800 mètres de glace au total.
Les scientifiques vont travailler sur 2 sites au milieu de nulle part, à 6200 et 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je pense que c'est une zone que nous connaissons au moins scientifiquement. C'est aussi une zone qui est difficile d'accès, parce qu'elle est très élevée et les questions de logistique sont immenses. Et il faut une grande équipe pour réaliser cette opération. La température peut descendre à moins 30 degrés Celsius la nuit. Les équipements sont alors entièrement gelés. Mais ce n'est qu'une des difficultés rencontrées par les scientifiques. Les membres de l'équipe doivent faire de l'exercice pour se maintenir en forme et assurer que le projet soit mené à bien. La principale raison de ma présence ici est d'assurer que les membres de l'équipe ne tombent pas malades et n'aient pas à être transportés à l'hôpital. J'essaie de traiter les maladies dès leur apparition et d'éviter toute pathologie liée à l'altitude. Quelques scientifiques de l'équipe s'étaient déjà rendus sur le glacier Goulia en 1992. Mais pour la plupart des autres, c'est une nouveauté. J'aime ce boulot, c'est le meilleur job du monde. Pour être honnête, parfois c'est dur, il fait très froid et c'est très dangereux. Mais nous avons tous un but et nous voulons atteindre ce but de recueillir des échantillons de glace la plus ancienne de ce glacier. Après plus de 4 semaines passées sur le glacier, l'équipe a déjà obtenu des résultats concluants. Les carottes prélevées sont partagées à égalité entre les Chinois et les Américains et seront envoyées dans des laboratoires de par le monde. Les dirigeants de l'Union européenne ont signé un accord avec la Turquie dimanche dernier à Bruxelles, fournissant ainsi au pays une aide financière en échange de sa participation pour stopper le flux de migrants demandeurs d'asile. On écoute tout de suite Angela Merkel. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour le sommet Union européenne-Turquie. Il s'agit d'une réunion importante pendant laquelle nous avons approuvé le plan d'action commun Union européenne-Turquie. Ce plan d'action commun clarifiera dans un premier temps notre étroite collaboration avec la Turquie dans de nombreux domaines, par exemple au sujet de la guerre civile en Syrie, sur la lutte contre le groupe État islamique, mais aussi sur l'immigration illégale. Un des éléments cruciaux du plan d'action commun entre l'Union européenne et la Turquie sera de trouver des moyens efficaces pour remplacer l'immigration illégale par une immigration légale, mais aussi de trouver les moyens pour améliorer la situation des réfugiés présents en nombre sur le terrain turc. En effet, la Turquie accueille plus de 2 millions de réfugiés, alors que le pays n'a reçu qu'une aide internationale très limitée. Le pays attend donc que l'Union européenne et les États membres apportent un soutien supplémentaire pour permettre d'accomplir cette tâche. Lors de la réunion, les dirigeants européens ont prévu d'offrir à la Turquie une aide de 3 milliards d'euros, des visas de voyage pour l'Union européenne et la relance des pourparlers pour une adhésion. En échange, Ankara doit renforcer la sécurité de ses frontières et reprendre sur son territoire les migrants n'ayant pas obtenu le droit d'asile en Europe. L'aide financière de l'Union européenne permettra à la Turquie de construire davantage de centres d'accueil des réfugiés. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a déclaré que le sommet avec les dirigeants européens était un nouveau départ dans le processus d'adhésion du pays à l'Union, qui compte déjà 28 États membres. Nous passons maintenant aux actualités chinoises dans cette seconde partie d'édition et nous commençons avec de l'économie. Le taux de croissance de la Chine ralentit depuis les réformes structurelles. L'impact se fait sentir dans tout le pays. Le gouvernement promet que l'économie se relancera grâce à l'amélioration de la sécurité sociale. Reportage dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où 2 hommes ont pris 2 chemins différents pour réaliser leurs rêves. Le Guangdong est une province en perpétuel mouvement. De nombreuses entreprises manufacturières se sont implantées ici. Song Yi a commencé à travailler dans le secteur des affaires il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est PDG et milliardaire. La solution au développement passe par les ressources humaines. Les entreprises qui réussissent valorisent la créativité et la conception. Lorsque les produits sont bons, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des ventes.
Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, Zhongyi a créé sa fortune grâce au modèle de gestion qui est fission. Il s'agit d'un système compétitif qui permet aux employés de devenir patrons. Le siège social s'est rapidement élargi grâce aux nombreuses filiales. L'un des produits est le climatisateur chauffe-eau. C'est un produit de haute technologie écologique qui se vend à l'étranger. La demande nationale augmente également malgré le ralentissement de l'économie. Zhongyi pense que la solution de survie se trouve dans l'innovation. Je suis content de ce que je fais en ce moment. C'est tout comme escalader une montagne. On profite du processus. Je me suis fait plein d'amis qui veulent discuter de l'avenir de l'économie et de ce que nous pouvons améliorer à l'avenir. La province du Guangdong est en mouvement perpétuel. L'agriculteur Zhang Lizhi est arrivé ici en 1998. Il s'est lancé dans la couture après avoir essayé plusieurs emplois. La Chine est bientôt devenue le plus grand producteur et exportateur de produits textiles du monde. Son succès considérable s'est fait grâce aux travailleurs migrants. C'est une meilleure économie qui m'a motivé. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent ici que d'où je viens. Il faut de l'argent pour nourrir une famille. Le ralentissement économique de la Chine continuera quelque temps et les problèmes se posent pour le secteur manufacturier. Zhang Lizhi est chanceux que son entreprise se porte bien pour l'instant. Il sait que de nombreux travailleurs migrants se sont retrouvés sans emploi et doivent rentrer chez eux, retourner à la pauvreté. Le gouvernement applique des mesures pour améliorer la vie des travailleurs et établir une justice sociale. Mais la question est, ces politiques peuvent-elles les atteindre ? J'aime beaucoup cette ville, mais c'est tout. Je ne sens aucun sentiment d'appartenance. Au fond de moi, je ne me sens pas comme à la maison où je suis en sécurité et au calme. Le temps passe, la prospérité est insaisissable. Zhang Lizhi souhaite ouvrir son propre atelier de couture, mais cela dépendra de la pente que prendra l'économie. La nouvelle normalité de la Chine n'est pas la même chose. Zhongyi pense que l'économie se relancera petit à petit. L'histoire de sa réussite peut être l'histoire de l'avenir de la Chine. Nous leur avons demandé quel était le rêve de leur vie. Mon rêve est encore sur le chemin. Être avec ma famille, avoir de l'argent et une maison chaleureuse. Éducation maintenant. On compte des millions de pauvres et d'illettrés en Chine. En général, ces personnes vivent dans les zones rurales. Découvrons en images une école dans un village reculé de la province du Liaoning qui essaie de briser le cercle vicieux de la pauvreté. À l'époque de la Chine antique, l'éducation était le seul moyen d'échapper à la pauvreté. Aujourd'hui, c'est toujours le meilleur moyen pour s'en sortir. Zhang Baozhong enseigne dans ce village depuis près de 30 ans. Il connaît l'écart éducationnel entre les zones rurales et urbaines. Avant les rénovations, lors des hivers longs et froids, la salle de classe était souvent remplie d'une épaisse fumée à cause des chauffages. Les élèves ne voyaient pas ce que j'écrivais au tableau. Les élèves des zones rurales connaissent souvent ce genre de situation jusqu'à ce que l'école reçoive des fonds d'allègement de pauvreté. Les familles qui vivent dans l'extrême pauvreté n'ont pas les moyens de payer l'école et cela crée un cercle vicieux. Les pauvres grandissent sans éducation et n'ont pas les moyens de payer les études de leurs enfants. Le pire, c'est que les parents sans éducation luttent pour aider leurs enfants après l'école. Les parents des zones rurales ont tendance à avoir de grands espoirs pour les études de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas les aider après l'école. Nous devons combler ce trou. Grâce au fonds d'allègement de la pauvreté, l'école possède aujourd'hui tous les équipements et matériaux des écoles urbaines. Mais le problème est de maintenir de meilleures ressources éducationnelles comme des enseignants qualifiés. Lorsque nous avons envoyé nos enseignants en formation, l'école manquait d'enseignants. C'est un problème. Nous voulons qualifier nos enseignants grâce aux formations, mais dans le même temps, nous avons besoin de davantage de bénévoles pour remplacer les enseignants en formation.
Ces 30 dernières années, le gouvernement chinois a financé les 9 premières années d'études des Chinois pour aider des millions de personnes à se sortir de la pauvreté. Mais l'écart éducationnel entre les zones rurales et urbaines s'agrandissent toujours et davantage de soutien est nécessaire pour combler ce vide. L'initiative chinoise Une ceinture, une route vise à encourager la renaissance nationale pour réaliser le rêve chinois. L'une des zones qui bénéficie déjà de l'initiative est la ville côtière de Quanzhou. Il s'agissait de l'un des ports les plus importants dans l'histoire de la route de la soie maritime. Pendant des centaines d'années, la ville portuaire a accueilli des navires et des marchands du monde entier. Mais sa tradition dans le domaine du transport maritime n'appartient pas seulement à son passé glorieux. Chen Fangcai, 68 ans, construit des bateaux depuis plus d'un demi-siècle. Il a hérité de ses ancêtres d'une technique particulière appelée étanchéité compartimentée. La technique permet de séparer la cabine en plusieurs compartiments. Si un navire subit des dommages, cette technique permet d'éviter que l'eau ne pénètre dans toute la cabine. Et donc, elle permet d'éviter qu'un navire ne coule. Il n'y aurait jamais eu de route de la soie maritime sans des navires résistants. Les flottes marchandes pouvaient naviguer vers les régions les plus reculées d'Afrique et d'Europe grâce à la technique de l'étanchéité compartimentée il y a déjà plus de 1000 ans. Quanzhou est située sur la côte sud-est de Chine. Il y a plus de 1000 ans, la ville était l'un des plus grands ports maritimes du pays, grâce au développement des techniques de navigation et de construction des navires. Elle est largement considérée comme le point de départ de la route de la soie maritime. Un nombre important d'explorateurs du Moyen-Âge, tels que Marco Polo, ont visité la ville et l'ont décrite alors comme l'un des plus grands ports maritimes du monde à l'époque. L'ancienne route de la soie maritime a été initiée par les échanges commerciaux. Elle a été rendue possible par le désir de se procurer les différentes épices en Orient et par la demande pour la soie et le thé en Occident. La route est aussi devenue un canal privilégié pour les échanges culturels et pour la communication entre les peuples du monde entier. La tradition du transport maritime s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec des navires venant du monde entier, accostant ici chaque jour. Des marchandises comme le marbre indien sont apportées pour les besoins des usines locales. Avec l'amélioration progressive de la qualité des biens manufacturés chinois, de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée sont désormais exportés depuis ce port. Et la route de la soie maritime du XXIe siècle, faisant partie intégrante de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, a créé les conditions favorables pour de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble des entreprises locales. Nous avons une longue tradition d'exportation des biens manufacturés en Chine, mais notre technologie n'est pas encore complètement à la hauteur des défis modernes. Nous espérons exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée et délaisser progressivement les biens produits par une main-d'œuvre peu qualifiée. L'initiative Une ceinture, une route nous aidera à étendre nos perspectives commerciales. Les projets de construction d'infrastructures, notamment des ports, des lignes de chemin de fer et des aéroports, devront renforcer les liaisons internationales de Quanzhou dans les prochaines années. La ville sera dès lors en mesure de perpétuer son glorieux héritage maritime au XXIe siècle. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour une nouvelle édition internationale dans quelques minutes. Excellente suite de programme sur notre chaîne.